En étant que l'écriture journalistique est une écriture de précision, de concision et de clarté, elle doit être aussi exacte que l'écriture scientifique. Elle va au plus simple parce qu'elle doit être comprise par tout le monde et variable selon ses formes d'expression. L'écriture journalistique a sa propre amplitude, elle doit répondre généralement à deux questions. À qui dois-je le dire et comment le dire? Cela dit, à quel point peut-on dire que l'écriture journalistique pourrait être identifiée à une écriture de l'engagement politique? Nous avons le plaisir d'accueillir Abdelghani Dadès, journaliste émérite, originaire du Maroc, fondateur du groupe Atlas Média. Il a œuvré depuis les années 70 au sein des rédactions telles que celle du Matin du Sahara et du Maghreb, Al-Maghreb, Le Quotidien du Maroc, La Tribune Populaire, La Vie économique. Il a largement contribué aussi comme membre du réseau Droit et démocratie au Canada et membre de la table Maghreb du ministre québécois de l'immigration et des communautés culturelles. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors Abdelghani Dadès, bonjour. Bonjour, M. Kamal. Je suis très heureux de t'accueillir chez Art et Lettres, journaliste émérite. Et j'aimerais dire aujourd'hui, à l'intention de nos téléspectatrices et téléspectateurs, que je vous ai lu avant même de m'installer au Maroc dans les journaux où vous écrivez, où vous manifestez. Pourtant, tu as l'air beaucoup plus jeune que ça. Votre plume, mais il faudrait le dire et le confesser, d'autant plus aussi que j'ai participé avec vous dans le journal donc, Atlas, que j'ai collaboré pendant plusieurs années. Alors, bienvenue chez Art et Lettres. Dans un premier temps, l'écriture journalistique pour vous, est-ce que ça a été pour vous une vocation d'écrire ou plutôt c'était dicté par une nécessité, dicté par vos engagements, donc peut-être social ou politique? Non, c'était vraiment c'était un caprice d'adolescent. En fait. Un café, ok. Oui, j'étais à Fès et puis je me suis rendu compte à un moment que le Petit Marocain, le journal Le Quotidien de l'époque, dans sa page sport, n'avait pas de couverture des événements sportifs de Fès. Et donc j'ai écrit. J'ai pas dit mon âge. J'ai écrit à un monsieur qui s'appelait Daniel Pilar, qui est un grand nom de la presse sportive marocaine, en disant que je trouvais regrettable que les activités sportives de Fès ne soient pas couvertes. Et ce monsieur m'a donné ma chance, sans vraiment me poser de questions, rien du tout. Il m'a dit, bon, on va faire un essai, vous avez telle activité ce dimanche, allez-y, téléphonez-moi tel numéro. Et envoyez-moi votre correspondance. Et j'ai commencé comme ça. En fait, pour l'anecdote, c'était payé 2 centimes marocains. De l'époque. La ligne publiée, la ligne parue. À la ligne. Oui, oui. Ça veut dire que quand on écrit, en plus, ça passait pas des tartines. Mais vraiment l'information, sujet, verbe, complément, l'écriture basique. Et donc, pour dire qu'à l'époque, ça ne nourrissait pas son homme. Oui. Mais en fait, ça m'était parfaitement égal. Mon argent de poche suffisait à payer le téléphone le dimanche pour pour dicter mes comptes rendus. Donc c'est une rencontre qui a modifié un peu le cheminement qu'il a marqué, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai continué mes études tout à fait normalement. Et puis, je suis parti en France. Je suis revenu au Maroc où je me suis inscrit à la faculté de droit de Casablanca qui venait d'être créée. Et c'était sur le chemin entre chez moi et la faculté, il y avait le Petit Marocain qui, entre-temps, était devenu Le Matin. Qui a marqué l'imaginaire des Marocains, oui, le Petit Marocain. Et depuis, je me suis souvenu que j'avais écrit quand j'étais lycéen. Je suis monté voir Daniel Pilar et je lui ai avoué que mes premiers écrits avaient été réalisés quand j'avais 14 ans. Okay. Donc, il m'a proposé immédiatement de continuer. Et j'ai accepté. Bon, je pensais pouvoir faire de ça un petit complément de revenu à la fin du mois, parce qu'entre-temps, ça avait un petit peu augmenté. C'était bouclé, en quelque sorte. Et est survenu l'accident qui a changé le cours du destin. Le responsable des rubriques régionales du journal s'était fait virer le matin même, et le rédacteur en chef à l'époque, Abdelghani Dadès, a ouvert la page du service des sports, la porte du bureau du service des sports, en disant à Daniel Pilar, est-ce que tu as quelqu'un chez tes jeunes qui pourrait reprendre les régionales?
Et Daniel a dit, oui, oui, il y a ce jeune homme. Ben, le Voilà. hasard fait bien les choses. Donc, Et alors, le complément de l'anecdote, c'est que je me suis retrouvé engagé, il fallait aller voir l'administration pour avoir une fiche de paye, un statut. Et qui était directeur responsable du journal à l'époque, le père de notre collègue et confrère et ami, Smaïl Harakat, Ismail Harakat, oui, oui. qui donc, de ce fait, m'a donné mon premier emploi à vie. Et donc, vous avez continué à ce moment-là. Puis, en vous installant au Québec, vous avez donc fondé le journal Atlas. Un journal qui, faut-il le dire, a marqué l'imaginaire des Marocains du Canada, un journal très actif qui a commencé, pas juste en version papier, mais en tant que journal et média, avec un dispositif médiatique. Est-ce que la création de ce journal est venue après avoir vu qu'il y a un vide quelque part, ou bien est-ce qu'il y avait des journaux à l'époque? En fait, c'est pas tout de suite à mon installation que le journal a été créé, c'était plusieurs années après ça. Plusieurs années, oui. En fait, il a existé avant ça un canal, une émission de télévision qui s'appelait Telma, la télévision du Maroc. Il a existé un journal, le Maghreb Observateur de Rouye Baba, Oui, qui avait d'Abraham, cessé oui. de paraître quelques années avant l'apparition de Atlas Média. Et moi, c'était dans le cadre de la Fédération des Marocains du Canada qui estimait qu'il y avait un vide et qu'il fallait le combler. Bon, comme j'étais ancien journaliste, Ça tombait même bien. devenu enseignant, membre de la fédération, on m'a demandé si je voulais le faire. Je m'étais opposé au départ en disant non, non, soutenir Rouye Baba et aidez-le à relancer son journal. Mais c'est Rouye Baba qui n'a pas voulu relancer, donc finalement on a commencé. Donc vous êtes parti dans un nouveau Voilà, créneau. dans une nouvelle publication, avec d'ailleurs sur laquelle Abdelrahman Fouladi devait embarquer. Devait embarquer aussi, qui avait créé donc après Il a créé Maghreb Canada. un mois après l'apparition du premier Oui. numéro du journal Atlas. Fouladi a sorti son journal. Et c'était au début des années 2000 ou... C'était en 2003. C'était en 2003. Au donc, mois de mai 2003, et puis juin pour Fouladi. Et donc c'était une époque où on a vu une profusion de la création de journaux et aussi la profusion de certaines activités donc, qui ont trouvé tout de même un écho pour des publications. Profusion de publications, non, parce que, vous savez, un journal devient un journal quand il a une durée de vie qui devient conséquente. Mais quand c'est parution d'un numéro, et puis c'est extrêmement difficile, c'est très contraignant de faire un journal et de tenir la distance. Parce que les gens ne le savent pas suffisamment, mais dans le journalisme presse écrite, ce sont 22 métiers différents qui concourent à la publication de ce petit bout de papier que vous avez entre les mains une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois. Alors quand vous demandez à une ou deux personnes de maîtriser les 22 métiers, vous savez, il faut vraiment être très motivé pour Oui, de la faire. persévérance aussi. Et au départ, en fait, ce n'était pas le journal. Ce n'était pas un journal format papier. C'était une émission radio. C'était une émission radio. Une émission radio qui a débouché sur le journal. Et immédiatement après, sur le site web, qui est un des tout premiers sites dédiés à la communauté maghrébine. De Atlas Montréal. On va faire une pause, Vrani. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Alors on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'épisode Art et Lettres avec notre invité Abdelrani Dadès. Vous avez été membre de la table du Maghreb, du ministère québécois de l'immigration et des communautés culturelles. La gestion des diversités culturelles, je pense, c'est une question tout de même assez sensible. Quel est le bilan que vous faites jusqu'à date, d'une part, de votre passage dans cette institution comme membre et jusqu'à date, comment est-ce que vous évaluez donc, la gestion de la diversité culturelle? Quand Mme Michèle Courchaine est arrivée à la tête du ministère de l'Immigration du Québec, qui ne s'appelait pas MIDI comme aujourd'hui, qui portait un autre nom, qui s'appelait Ministère de l'Immigration et des Relations avec les Citoyens, elle a jugé utile de compléter le système de remontée d'informations depuis les communautés culturelles vers les centres de décision et de dialogue et de débat et d'échange autour de la question de la gestion de diversité. Et donc,
Il existait déjà un Conseil des relations interculturelles du Québec qu'elle a renforcé à l'époque. Et elle a créé des tables sectorielles, des tables communautaires Oui. pour les communautés les plus discriminées, dont la communauté maghrébine. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la communauté des originaires du Maghreb, il y avait un taux de chômage de 28,3%. Élevé, oui. Alors que le taux de qualification était 2,5 fois supérieur au taux de qualification national en termes académiques et autres. Et donc, Mme Courchaine avait estimé que c'était suffisant pour écouter plus, pour être plus à l'écoute de cette communauté et être plus à l'écoute de sa réalité et des solutions que cette communauté pouvait proposer ou apporter à l'aide des décideurs québécois afin de résoudre ces différents problèmes. Puis est-ce qu'il y a eu des avancées, surtout pour le cas du chômage des Maghrébins qui était tout de même interpellant? Oui, parce que d'abord, la création de la table Maghreb dénotait une volonté politique affirmée de s'attaquer à ce problème, pas de le résoudre, mais au moins de commencer à le résoudre. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui sont parties de la table, des membres de la table, qui ont été transformées en projets par le ministère et qui ont donné quelques résultats. Pas immédiatement. Dans un délai de 2 ou 3 ans, on a commencé à sentir un petit recul du taux de chômage. Il y a eu des projets très intéressants de sensibilisation des gros employeurs, des employeurs institutionnels, d'employeurs de moindre ampleur, au niveau des régions, des MRC également, à l'initiative du ministère, et ça avait commencé à donner des résultats. On a eu des baisses qui, par la suite, ont continué et qui nous valent aujourd'hui, quelques années plus tard. Là, on parlait de 2004, on est en 2018, en 14 ans. On est à 16% de taux de chômage, peut-être même un peu moins, ce qui est quand même 12 points de moins qu'à l'époque. Donc effectivement, ce type de structure avait permis de donner des résultats. Mais il n'aurait pas été suffisant s'il n'y avait pas eu aussi la volonté politique déterminée de Mme Courchaine d'abord, de Listerio ensuite, qui a poursuivi ce travail, qui a continué de faire vivre ces deux structures d'études et de communication, et d'information et de force de proposition émanant des communautés elles-mêmes. Très bien. Mais toujours dans le même ordre d'idée, je pense plus à un niveau national, vous êtes membre du conseil consultatif de CCME. Et puis, il y a une question qui m'interpelle, je dirais peut-être personnellement, c'est concernant, par exemple, le degré d'intérêt qu'on accorde à chaque communauté de la diaspora marocaine éparpillée dans le monde. Par exemple, si on prend, vous conviendrez, Oulani, si on prend par exemple la France, vous me corrigerez si je me trompe, 5 millions, 5 millions de, à peu près, alors que par exemple au Canada ou dans d'autres pays, combien il y a de Marocains, 160 000 ou 160 000 pour le Canada, coast to coast. Oui, donc il y a certaines personnes, ou d'autres, généralement, l'opinion générale, les gens pensent qu'il y a un intérêt peut-être beaucoup plus pour la diaspora, une concentration de la diaspora par le nombre. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout de même injustice? Quel est votre sentiment à ce niveau? Non, absolument pas. L'injustice n'est qu'apparente. En fait, il y a une représentation paritaire. Il y a une certaine proportionnalité dans la présence des membres du Conseil émanant de telle ou telle région du monde. Effectivement, on ne peut pas concurrencer la France avec ses 5 millions de Marocains installés ou d'originaires du Maroc. La France compte 13 membres au sein du Conseil. Au Canada, nous sommes 160 000, on a 2 représentants. Petite opération, petit calcul mental, le Canada est surreprésenté par rapport à la France. Oui. Mais déjà, il y a des potentialités. Il y a des potentialités, peut-être qu'il y a moins de conférences, peut-être, il y a moins de... Non, absolument pas, Kamel. Absolument pas. Je me suis toujours arrangé en criant beaucoup, en tapant du poing sur la table pour que le Canada ne soit jamais sous-représenté dans aucune des activités du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, que ce soit les activités menées au Maroc ou menées en dehors du Maroc. Le Canada a abrité 3 très grosses activités pilotées par le Conseil.
Oui, oui, il faut mentionner Oui. le tout dernier avril, qui est le salon du livre. Non, je ne parle pas des activités au Maroc. Non, mais, On en a organisé 3 au Canada. Il n'y en a oui. pas eu autant en Espagne. Il n'y en a pas eu autant en Belgique, où le nombre de Marocains originaires du Maroc est autrement plus important que l'effectif de notre communauté. Mais par exemple, quand les auteurs publient, on reçoit moins d'invitations, c'est peut-être mon opinion. Comme j'ai parlé avec d'autres auteurs, il y a moins d'intérêt pour les auteurs qui publient. Ils sont moins peut-être invités que par rapport aux auteurs en France qui sont plus visibles à ce niveau. Mais peut-être là, je me contente de vous transmettre un sentiment collectif chez les auteurs maroco-canadiens. Mais peut-être. Très franchement, je n'ai pas eu. J'ai essayé de faire tout ce qui était en moi possible pour que jamais personne au Canada ne se sente lésé en aucune manière. Mais il y a des points positifs. Y compris au niveau du Salon du Livre. Et ça, avec le concours indéfectible de Daniel Amar, de mon collègue Daniel Amar. Donc les 2 segments de la communauté, nous avons toujours essayé de faire en sorte qu'ils soient au moins bien représentés. Excellent. On va reprendre sur ce point. Je peux juste donner un chiffre. Au cours de la COP 22, quand on a travaillé sur les spécialistes d'origine marocaine en questions environnementales à travers le monde, on a invité 90 personnes. Okay. Il y en avait 40 qui venaient du Canada. Qui venaient du Canada, carrément. On va juste rebondir sur cette question, mais après la pause, restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Abdelghani. Je rebondis encore sur le CCME. Je suis d'accord qu'il y a des gestes qui ont été posés, qui sont de valeur, des gestes de qualité par le CCME, surtout si on se réfère au dernier salon du livre. Le Maroc a été à l'honneur. Il y avait la participation du ministre de la Culture, CCME. Ma question, par exemple, c'est sur la carte associative de la communauté marocaine. On peut voir aisément l'équilibre, peut-être avec une association culturelle, beaucoup d'associations à consonance religieuse. Est-ce que vous pensez que peut-être ça aussi, ça ne suscite pas l'intérêt de nos décideurs au Maroc? Non, absolument pas. Au contraire, le Maroc, les institutionnels marocains souhaiteraient pouvoir avoir des interlocuteurs parfaitement désignés et clairs. Daniel et moi avons la même difficulté à identifier les personnes qui pourraient contribuer aux efforts de recherche et de réflexion qui sont menés par le CCME sur les mouvements migratoires, sur les besoins des communautés expatriées. On travaille, le tissu associatif, disons, qu'il reste perfectible. Et donc, voilà, j'en dirai pas plus. Oui, ok, bon, alors, parfait. On va continuer de parler du fait migratoire et de la gestion de la diversité culturelle au Québec et le dossier de l'immigration au Québec. La montée de la CAQ avec François Legault, les dernières mesures qu'il tente de prendre, réduire le seuil d'immigration, par exemple enlever les signes ostentatoires de certains postes qui sont quand même avec un certain degré d'autorité. Qu'en pensez-vous, Averny, de tout ça? J'ai toujours été très prudent sur ces questions-là. Oui. Monsieur Legault fait de la politique. On s'entendra là-dessus. Donc il y a un discours, et puis le discours sera certainement pas mal différent de l'action elle-même. On verra. Laissons-lui le temps de prendre ses mesures. Une année au moins ou deux. Oui, ou 4. Ou 4, on ne sait jamais. Sur ces questions-là, il y a beaucoup de délais. Oui. Il y a beaucoup de recours possibles. Et donc, entre un discours et une loi qui passe, qui s'applique, qui est de nature contraignante ou autre, ou draconienne, il peut s'écouler un petit peu de temps. Oui. Mais personnellement, je ne suis pas pour une diabolisation de la CAQ. Oui. Pas vrai. La CAQ a pris un certain nombre d'engagements en cours de campagne qui ont beaucoup évolué aussi depuis. Parce que là, Atlas Média avait publié une très longue interview de M. François Legault il y a 2 ans. Il y a 2 années. Oui. Et le discours était différent.
Alors, quelles sont les véritables intentions de la CAQ? Celles qui sont dans le discours, dans l'interview, ou celles qui sont dans le discours de campagne? Alors, je n'ai pas la réponse. Il y a deux choses différentes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais faire le lien avec, l'hommage qui vous a été rendu dernièrement à Dar el-Maghrib, mais là, il faudrait qu'on en parle aussi, parce que vous avez été médaillé de l'Assemblée nationale. Abdelghani d'être journaliste émérite, c'était en janvier. Oui, février, disons. Février, j'étais rendu récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale. La médaille de l'Assemblée nationale avec Haj Abdelaziz Arzek. Abdelaziz Arzek, c'est 2015. Qui était en 2015. Oui. Je veux dire que là, on a quand même deux personnes. Non, on est trois. Trois originaires du Maroc. Il y a la dame qui a mis sur pied un festival de culture en Estrie, je crois, dans la région de Drummondville. Oui, à Sherbrooke. Oui. À Sherbrooke, le Festival des traditions du monde. Le Festival des traditions du monde. Madame Khadija, je pense. Oui, je connais la dame, mais son nom ne me revient pas. Elle est également récipiendaire. Et puis on a quelqu'un que je prends toujours plaisir à citer, Enrico Macias. Oui. Gad Elmaleh. Oui, c'est des gens qui ont magnifiquement bien chanté l'immigration. Oui. On emporte son pays dans ses souliers, comme disait Enrico Macias. Puis un hommage aussi qui vous a été rendu à Dar el-Maghrib par des initiatives de certaines personnes au niveau de la communauté, ce qui est tout à votre honneur. Mais ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'écrire. Je l'ai dit là quand... c'est vrai, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, c'était début février. J'ai également été distingué de la médaille du député de Montréal-Nord. De Montréal, oui. En avril. Et plusieurs personnes dans mon entourage souhaitaient que ça soit porté à la connaissance de la communauté. Par nature, je voulais que ça soit le plus discret possible. C'est bien, l'humilité est mère de toutes les vertus, comme on dit. Mais peut-être que nos enfants auront à s'inspirer des modèles. Et c'est toujours bien de pouvoir les citer. Vous voyez, le temps court vite avec vous, Abdelghani, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Écoute, je te remercie d'avoir répondu présent chez Art et Lettres. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine. C'est l'esprit et l'âme de l'homme. Donc une fois qu'on aura atteint cette dimension de l'être, on se rend compte en fait que tous les êtres sont des frères et des sœurs. Oui, des êtres humains. Donc vous parlez d'atteindre une nirvana. On pourrait dire cela, mais étant donné qu'on est dans un contexte occidental, ce serait de se retrouver dans ce lieu où toutes les âmes forment une unité, la grande famille humaine. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres.